vous présente Charles-André Philippe, qui est gynécologue à l'hôpital aux HCL de la Croix-Rousse, qui va nous faire une synthèse sur l'utilisation des ultrasons thérapeutiques dans le domaine de la gynécologie et de l'obstétrique. Voilà. Merci beaucoup Cyril. Je vous remercie encore Cyril et Gilles pour avoir eu l'idée de cette organisation. Merci aussi à Poutou pour toute l'organisation pratique que vous avez pu voir également ces derniers jours. Ok, donc du coup, j'en reviens au début. Donc, je vais vous présenter l'application des IFU en gynécologie et en obstétrique. Je vais repartir de cette diapositive, alors qui est peut-être un petit peu plus ancienne que celle qu'on a pu voir hier. Bien sûr, comme vous en doutez, je vais vous parler des applications gynécologiques et obstétriques. Je vais vous parler aussi un petit peu plus de notre fierté à nous d'avoir rajouté une petite ligne à ce grand tableau. Et puis, j'en profite pour introduire mes collègues qui parleront juste après. Geoffroy Ditac des applications cardiovasculaires, Francesco Prada des applications en neurologie. Et après une petite pause, on reprendra avec Geoffroy de Salmar et les applications urologiques. Sylvain Prenard pour l'ophtalmologie. Et puis Aurélien Dupré terminera avec les applications chirurgie, digestive et oncologie en particulier. Donc, la gynécologie obstétrique, c'est une spécialité qui est très large, avec beaucoup de domaines assez distincts qui communiquent plus ou moins les uns avec les autres. Donc, on essayera d'évoquer un petit peu toutes les applications des ultrasons focalisés dans ces différents domaines-là. Il y a de la chirurgie, il y a la fertilité qui est également intéressante, et puis qui est surtout l'arrière-pensée. Quand on a un traitement IFU, c'est de préserver en général la fertilité. En tout cas, ça a des impacts dans le choix du traitement. Et les ultrasons en gynécologie obstétrique, c'est quelque chose, on est l'une des premières spécialités aussi bien historiquement que numériquement dans la pratique des ultrasons diagnostiques. Et il y avait forcément qu'un pas à faire pour que l'application passe au niveau des ultrasons thérapeutiques. Donc, c'est une des spécialités les plus actives, avec, vous voyez, plus de 400 articles sur PubMed dans l'application des ultrasons thérapeutiques, en particulier dirigés par les ultrasons, bien évidemment. Donc, pour parler de PubMed, en pratique, quand on regarde au niveau de l'obstétrique, il y a un petit peu moins de choses que sur la gynécologie. Il y a 3 domaines particuliers que j'ai sélectionnés pour aujourd'hui. C'est les grossesses extra-utérines, en particulier les grossesses qui sont sur les cicatrices de césarienne, pour lesquelles il y a quand même pas mal de données. Il y a des travaux sur le placenta, accreta et percreta. Je vous expliquerai aussi un petit peu pour ceux qui ne sont pas des gynécologues obstétriciens, bien sûr. Et puis, le contexte des grossesses gémellaires monocoriales, où les fœtus partagent le même placenta, qui peuvent avoir également un intérêt pour les IFU. En gynécologie, il y a beaucoup de choses, 4 domaines d'intérêt de mon point de vue. La scénologie. Donc en France, la scénologie fait partie de la gynécologie obstétrique, c'est pas forcément le cas dans tous les pays, donc je le traiterai un petit peu séparément. Les fibromes, qui est vraiment la première et la plus importante application des IFU en gynécologie obstétrique, on en a déjà parlé, donc je pense que je rentrerai peut-être pas complètement dans le détail, mais j'en parlerai également. L'adénomiose, qui est aussi une pathologie utérine bénigne et donc qui est assez proche des fibromes, donc c'est assez facile de détourner un petit peu, comme on disait hier, l'utilisation des machines développées pour les fibromes pour l'adénomiose. Et puis l'adénomiose, c'est une cousine de l'endométriose. J'essaierai de vous expliquer aussi un petit peu les différents types pour lesquels c'est intéressant. Il y a d'autres publications un petit peu moins fournies sur les pathologies vulvaires, qu'elles soient bénignes ou précancéreuses, le cancer de l'ovaire pour le traitement des métastases et essayer de lancer des réponses immunologiques, le léomyosarcome qui est l'ennemi du fibrome, c'est en général quand on s'est un peu trompé, il y a quelques publications là-dessus, et puis des articles vraiment sur les complications des IFU en particulier. On va commencer avec IFU et grossesse, en prenant donc le premier sujet qui est celui des grossesses ectopiques, et donc en particulier de celles sur cicatrices de césarienne. Donc en fait, quand une patiente a une césarienne, il est assez fréquent d'observer un petit défect au niveau de cette cicatrice dans laquelle une grossesse peut venir. Alors, j'ai pas de pointeur. On voit ta flèche. Ah, pardon, je
Ok. Donc une grossesse peut venir se mettre à l'intérieur. Donc vous voyez un petit sac gestationnel avec ce qu'on appelle une vésicule vitelline. Donc c'est sans conteste une grossesse dans l'utérus qui est située dans la cicatrice de césarienne. On imagine forcément et facilement que rapidement, en grossissant, la grossesse va venir distendre la cicatrice. Ça peut aboutir à une rupture utérine, des saignements importants. Donc c'est une urgence thérapeutique. Et le traitement, c'est d'interrompre la grossesse. Et ça peut être fait simplement par une aspiration. Et là, en fait, il y a plusieurs études qui proposent de faire des IFU avant l'aspiration de manière à simplifier le geste, diminuer les complications. Par exemple, une publication de Liu en 2020, en utilisant une machine chinoise de Shenzhen Pro IFU Medical, qui s'appelle le Pro 2008, et qui compare IFU avant curetage, aspiration-curetage, versus curetage seul, en montrant qu'il y a un meilleur taux de succès quand l'IFU a été réalisé avant. Donc, on voit quand même qu'il y a un bon taux de succès sans, mais c'est quand même toujours un petit bénéfice qui est significatif. Et puis surtout, il y a moins de pertes sanguines en moyenne, ce qui peut vouloir dire aussi parfois, quand on est dans les cas les plus importants, d'éviter des saignements importants et des suites identiques et plutôt bonnes, avec peu de complications. Une autre méta-analyse qui est un petit peu plus ancienne, qui n'incluait pas ces 225 patientes, donc qui avait regroupé 8 études et 715 patientes, et qui avait comparé l'IFU à une alternative qui est l'embolisation des artères utérines, c'est-à-dire par voie radiologique, vous embolisez les deux artères pour boucher toute la vascularisation de l'utérus, et ensuite vous faites l'aspiration. C'est une alternative qui fonctionne bien, mais on se rend compte que finalement les IFU, ça saigne encore moins que quand on embolise les artères utérines. Bon, tant pis. Et il y a moins d'effets indésirables avec les IFU. Le temps d'hospitalisation est plus court. Alors, le taux de bêta-HCG se normalise de façon un petit peu plus lente, mais ça n'impacte pas l'efficacité. Et par contre, on peut se dire que si on n'a pas embolisé les artères utérines et qu'on n'a fait qu'un traitement focal, pour la fertilité ultérieure, c'est probablement un bénéfice, mais ça n'a pas été étudié dans cette étude. Sur les grossesses extra-utérines classiques, c'est-à-dire la grossesse qui se trouve dans la trompe, c'est ce qu'on peut voir sur l'image qui est tout à droite. C'est étonnant parce qu'il y a eu un article en 2011 qui était vraiment très intéressant, et puis plus rien. Donc dans ces cas-là, on est toujours un petit peu suspicieux de ce qui se passe en réalité. Pourtant, c'était vraiment le traitement par IFU seul, avec IFU appliqué sur la lésion, diminution spontanée du taux de bêta-HCG, disparition de la grossesse sur 40 patientes, 82% de succès, c'est-à-dire une très bonne alternative à la chirurgie, 18% de chirurgie pour échec de traitement. Ça peut paraître un peu important, mais dans l'alternative au traitement chirurgical, on a un traitement qui s'appelle le méthotrexate, qui est dérivé de la chimiothérapie qu'on injecte aux patients qui ont une grossesse extra-utérine, et on est tout à fait dans ces eaux-là de réintervention également. Donc c'est intéressant, c'est peu invasif et c'est pas cytotoxique. Tu sais si c'était un guidage échographique ou C'était un guidage échographique. Les IFU et grossesses, du coup, deuxième chose, c'est le placenta accreta. C'est des placentas qui ne sont pas insérés normalement sur l'utérus. C'est comme si je vous l'ai montré sur l'image. Donc un placenta normal, ça peut s'intégrer sur une cicatrice, mais quand c'est sur une cicatrice de césarienne, ça peut envahir le myomètre. Et ça va de l'accreta à l'increta quand ça envahit sur toute l'épaisseur de l'utérus, jusqu'au percreta quand ça franchit l'utérus pour aller atteindre les organes adjacents, et en général c'est la vessie. Et bien sûr, ça se manifeste à l'accouchement quand on s'en est pas rendu compte avant par une délivrance impossible. Si on force un petit peu la délivrance, on n'enlève qu'une partie du placenta qui est très vascularisée, saignement important, voire cataclysmique. Et dans ces cas-là, on peut être amené à devoir retirer l'utérus de la patiente en urgence pour lui sauver la vie. Et puis si on n'a vraiment pas de chance et qu'il y a en plus une atteinte de la vessie, on doit enlever une partie de la vessie avec, quand c'est pas un morceau des uretères, ce qui entraîne forcément des complications très importantes. La référence dans ce traitement-là, c'est quand on s'en rend compte un petit peu avant, quand on le suspecte, laisser le placenta en place, faire une incision en général du haut de l'utérus, on laisse le placenta en place, on fait une embolisation des artères utérines, et si la patiente ne veut plus d'enfant, souvent des patients qui ont eu 2 ou 3 césariennes avant, on fait une hystérectomie à froid, si possible après involution du placenta quand il y a une atteinte urologique. Et puis, si elle veut garder une grossesse, enfin une chance de grossesse, il faut attendre que le placenta s'involue de lui-même avec des pertes qui sont souvent très longues, désagréables, qui sont pas très bons, et ça peut durer plusieurs semaines à plusieurs mois, donc c'est quelque chose qui est pas très simple pour les patients. C'est là que je positionne les IFU en se disant, on va encore là être aidant pour la guérison des patientes en accélérant la résorption du placenta et en facilitant l'extraction
du placenta résiduel. Donc, l'idée, c'est IFU avant résection hystéroscopie pour voir si on peut améliorer l'efficacité et diminuer la durée du traitement. Toutes les publications que j'ai trouvées utilisaient le dispositif de Chongqing Aifu JC200 sur une revue assez conséquente de la littérature publiée en 2020 qui regroupait 399 patients traités en Chine, un taux de succès de 100% et pas de complications majeures. Bon, ce n'étaient pas des études comparatives, mais ils ont fait une comparaison dans la littérature avec 63 études qui utilisaient l'embolisation des artères utérines, tamponnement par ballonnet gonflé dans l'utérus, ligature utérine ou abstention thérapeutique. Et forcément, 100%, c'est difficile à battre, donc ils trouvaient que les IFU étaient plus efficaces que les autres traitements. Je ne sais pas si c'est plus efficace, mais en tout cas, c'est une alternative intéressante, comme le montre cette étude de 2020, qui comparait directement IFU contre embolisation des artères utérines avant hystéroscopie et qui retrouvait des résultats comparables en termes d'efficacité et de sécurité. Mais là encore, ne pas emboliser les artères utérines, ne pas atteindre tout l'utérus. Quand on veut une grossesse après, c'est intéressant de se dire qu'on a pu traiter que le placenta de manière à ce que les patients aient plus de chances de fertilité, même si encore une fois, ce n'était pas le sujet de l'étude. Une autre étude intéressante qui est en 2021 par He, une équipe chinoise, qui faisait IFU puis résection, mais qui s'est cette fois intéressée au délai auquel il fallait faire la résection après les IFU. Et là, de façon intéressante, il montre que plus on s'y prend tard, en fait, si on s'y prend plus d'un mois après avoir fait les IFU pour faire la résection hystéroscopique, eh ben, on est plus complet et on a un traitement qui est plus efficace d'emblée, avec 74% de succès en une seule résection contre 45% si on le fait 3 jours après, ce qui s'explique assez bien parce qu'on voit on voit que les IFU, en fait, en entraînant une involution du placenta plus rapide, nécessitent quand même un petit peu de temps. Et quand on attend un mois, le plus grand diamètre qui faisait presque 7 cm 3 jours après l'accouchement fait plus que 4 cm quand on attend un mois. Et donc, ça favorise les IFU, ils font combien de temps après la naissance? Tout de suite après. Dans la foulée? Dans les 3 jours, et puis du coup, après l'hystéroscopie dans les 3 jours. Ou un mois après. Et c'est plus efficace un mois après. Nous, pour parler un petit peu aussi du Lapto, en 2015, Jonathan Calhoun, qui était un de nos anciens chefs de clinique, a publié un article préclinique qui montrait la faisabilité de l'application de la sonde torique dont vous a parlé David hier. Je ne sais pas si c'est la main de David ou la main d'Aurélien, mais peut-être de Jonathan, qu'on voit sur cette photo qu'on utilise tous, et du coup qui montrait la faisabilité, la reproductibilité, l'efficacité, la sécurité a priori d'un traitement sur le placenta, ce qui a donné lieu à l'ouverture d'une étude clinique dans le service qui devrait pas tarder à commencer pour essayer d'utiliser cette sonde-là pour accélérer la résorption du placenta. Encore dans les grossesses donc monocoriales, 2 jumeaux, des vrais jumeaux qui partagent le même placenta, qui partagent la même circulation sanguine. Heureusement, dans la plupart des cas, ça se passe bien, mais ça peut entraîner un défaut de répartition des perfusions des 2 enfants au détriment de l'un et à la faveur de l'autre, qui peut se caractériser par 2 syndromes. Le premier, le plus faible, c'est ce qu'on appelle le STT, le syndrome transfuseur-transfusé, qui est la forme mineure, et dans un cas majeur, ce qu'on appelle le TRAP syndrome, pour Twin Reversed Arterial Perfusion, ou jumeau acardiaque. Il y a un des jumeaux qui carrément ne développe pas de cœur, et l'autre qui doit pomper pour 2 et qui en fait va finalement envoyer tout son sang dans le jumeau acardiaque qui va faire un vol vasculaire et empêcher le développement du jumeau sain. L'autre, il n'est pas viable depuis le départ, mais il prend tout le sang et il empêche le développement du jumeau sain. Alors là, il y a une équipe chinoise qui a publié 4 papiers, dont je vous ai sorti le premier et le dernier, et donc qui montrent que on peut interrompre la vascularisation dans le jumeau malade de manière à améliorer la survie du jumeau sain en allant cibler l'artère ombilicale du jumeau anormal. Alors, ils ont développé eux-mêmes leur prototype de sonde piézoélectrique. Donc, ils l'ont un peu adapté entre la première et la deuxième étude. Donc, on voit, ils ont fait le premier cas à 26 semaines et dans la deuxième série, ils ont essayé de faire 5 cas un petit peu plus précoces. Et on voit, donc sur le premier cas, ils ont un succès partiel. Ils n'ont pas réussi à occlure complètement le cordon du jumeau malade, mais ça a quand même permis d'attendre jusqu'à 29 semaines pour faire naître un enfant en bonne santé. Et dans la deuxième publication, ils ont fait sur 5 cas un peu plus précoces, 83 succès de la procédure avec occlusion
du cordon et 63% de survie des fœtus. Dans cette pathologie vraiment dramatique, c'est déjà bien. Donc c'est assez intéressant pour l'avenir, même si c'est assez complexe à mettre en place. Du placenta antérieur. Ils ne le précisent pas spécifiquement, mais non, pas forcément. C'est de l'eau, donc ça passe bien. Enfin, faut que ça soit accessible, hein, mais je pense que ça doit. Il y a 2 fœtus au milieu. Le syndrome transfuseur-transfusé, donc une forme mineure qui se traite, donc le traitement de référence, donc pardon, je vous ai pas montré, mais voilà, en gros il y a la vascularisation au départ, et puis on voit pas le pré-traitement, mais on voit que c'est vascularisé, et à la fin le Doppler est négatif, donc c'est le succès de la procédure. Donc, dans le syndrome transfuseur-transfusé, là il s'agit plus de, les deux jumeaux sont viables, il y en a juste un qui a tendance à envoyer un petit peu de son sang dans l'autre, qui grandit mieux, et lui grandit moins bien, parce que c'est lié à une asymétrie de répartition des cordons ombilicaux sur la plaque placentaire. Et donc, le traitement de référence aujourd'hui, c'est le laser qui sectionne un certain nombre de vaisseaux superficiels du placenta de manière à indépendantiser les circulations des deux fœtus. Mais c'est quand même assez invasif. Vous imaginez bien d'introduire un laser dans la cavité amniotique. Donc, l'IFU est une alternative très intéressante. Alors, on en est encore au stade préclinique, mais sur une série de 11 chèvres, on a pu voir, avec l'application de Shaw, une efficacité de 80% pour cibler les vaisseaux qu'on veut traiter. Et sur l'analyse post-opératoire, ils retrouvaient 80% des cibles, des vaisseaux cibles qu'ils avaient voulu occlure, qui étaient bien occlus. Donc ça montre une bonne faisabilité de ce traitement pour remplacer le laser de manière mini-invasive. Voilà pour la grossesse. J'accélère un petit peu. Donc sur la scénologie, 2 types de lésions. Les lésions bénignes qui sont principalement les fibromes du sein qui entraînent principalement une gêne cosmétique. Parfois, ça peut être un petit peu gênant, douloureux, notamment selon la localisation de ces fibromes. Donc là, assez logiquement, la glande mammaire est très accessible. C'est vraiment ce qu'on disait hier. Il n'y a pas de difficulté pour y accéder. On est juste en sous-cutané. Donc, des papiers qui montrent qu'on peut réduire le volume de façon assez intéressante et donc obtenir une bonne satisfaction des patientes là-dessus. Alors, est-ce que c'est une problématique vraiment d'avenir ? Peut-être pas forcément, mais en tout cas, c'est une bonne alternative à la chirurgie qui vraiment rebute un petit peu les chirurgiens et les patients, parce qu'aller faire une grosse cicatrice pour enlever juste un petit fibrome qui est bénin et qui fait en général pas mal, on n'a pas l'impression de faire du très très bon travail. Donc, voilà, pas grand-chose à dire là-dessus, mais c'est efficace et voilà, on en a déjà fait dans le service. Marion l'avait utilisé avec quand même une efficacité intéressante. En scénologie, on pense surtout au cancer du sein. Là, il y a pas mal de publications. Là, c'est vraiment les IFU guidés par IRM, on en a parlé hier, qui ont vraiment pris le dessus. Notamment une publication avec un prototype dérivé en tout cas développé par Philips, et puis l'Exablade dont on a parlé hier de Inside Tech. Une série de 2016 qui montre qu'on peut réaliser 1 à 6 tirs avant chirurgie avec une bonne corrélation entre la dose qu'on a mis et la nécrose qu'on a obtenue en post-opératoire. Alors à chaque fois, c'est des études où on tire un peu sur le cancer, mais on garde le traitement de référence qui est la chirurgie et on voit un petit peu ce qu'on a fait, ce qui permet d'avoir pas mal de données. Mais c'est celles-là qui sont le plus développées dans la littérature. De façon intéressante, ils avaient du mal à retrouver une corrélation entre la température obtenue à l'IRM et l'énergie qu'ils avaient donnée en paire opératoire. Donc ça, c'était peut-être finalement quelque chose qui ne plaît pas trop pour le guidage par IRM. La procédure était quand même assez longue, 145 minutes par traitement. Avec l'Exablate, une série qui étudiait le résidu tumoral, vous voyez, sur 26 patientes. La grande majorité des patientes avaient aucun résidu, moins de 10%. Mais bon, est-ce qu'on peut se satisfaire de moins de 10% dans une tumeur cancéreuse? C'est pas sûr. Parce que ça peut aider à faire des chirurgies conservatrices dans des grosses tumeurs ou ce genre de choses. Pour l'instant, on en est plutôt là. Mais un traitement qui n'obtient pas 100% de résidu tumoral négatif, pour l'instant, c'est quand même encore un petit peu limité. Vous voyez, 46% de réponse complète sur une revue de la littérature en 2015. Aujourd'hui, de mon point de vue, c'est encore pas acceptable. On est plus dans des choses qui vont être préopératoires ou, et c'est ce dont on parlait hier, en activation de l'immunité, en vous rappelant un petit peu le cycle cellulaire. Finalement, quand on n'a pas de cancer, on a une veille cellulaire avec un cycle immunitaire, comme pour les infections, avec des antigènes qui sont présentés
aux cellules de l'immunité qui vont dans les ganglions, qui sont reconnues. Et s'il y a une cellule cancéreuse qui est reconnue, eh ben, elle doit être détruite au niveau du site de début de cancer. Quand il y a un cancer, c'est qu'il y a eu un problème à ce niveau-là. Et les IFU vont pouvoir, en détruisant des cellules cancéreuses, présenter des antigènes qui avaient pu être passés inaperçus en étant cachés à l'intérieur de cellules qui sont finalement peu en nécrose. La chimio a un petit peu le même effet également. Ça peut se potentialiser et réactiver le cycle cellulaire et réactiver l'immunité du cancer. Et c'est là que se poursuivent les recherches les plus intéressantes actuellement, avec un deuxième concept qui est quand même très intéressant, dont on a parlé hier, c'est celui de délivrer des nanoparticules, enfin de créer des particules autour de la chimiothérapie dans des microbules. On va pouvoir spécifiquement au site d'intérêt, le sein s'y prête particulièrement bien, encore une fois, parce qu'il est juste sous la peau, faire exploser les microbules juste au niveau de la tumeur, juste au niveau du sein, de manière à avoir le maximum d'efficacité, le maximum de dose au niveau du sein, et peu d'effets secondaires de la chimiothérapie en systémique. Sur les fibromes, bon, je vais passer aussi un peu rapidement, donc, parce qu'on en a quand même bien parlé, c'est une pathologie bénigne qui est très fréquente, on ne se rend pas vraiment compte, 20 à 30% chez les femmes caucasiennes en France, mais en Afrique noire, ça va jusqu'à 50% des femmes, ce qui est quand même vraiment une problématique de santé publique. Ça entraîne des saignements, donc une anémie, des douleurs, une infertilité, des complications obstétricales chez des femmes parfois très jeunes. Le traitement de référence, ça combine des traitements hormonaux, mais qui empêchent de tomber enceinte, des chirurgies qui vont de l'hystéroscopie à la laparotomie, donc qui peuvent entraîner des cicatrices et puis des séquelles et une infertilité induite par la chirurgie. Et puis, il y a l'embolisation des artères utérines, mais comme on me disait tout à l'heure, oui, c'est bien, ça fait diminuer les fibromes, mais quel est l'impact réel sur l'utérus aujourd'hui, c'est pas très bien connu. Il y a des séries qui montrent qu'on peut avoir des grossesses après avoir une embolisation des artères utérines, mais on imagine bien que c'est pas forcément la meilleure situation pour la fertilité des patients. Ça a été décrit à partir de 2002, donc c'est quand même quelque chose d'assez ancien, mais après avoir été décrit en 2002 par des équipes chinoises, par des IFU guidés par échographie, on a ensuite eu l'avènement plutôt des IFU guidés par IRM, avec beaucoup de travaux sur le sujet. Hindley en 2003 qui montrait sur 108 patientes une bonne diminution des symptômes, 80% de diminution des symptômes. Et à chaque fois, pas forcément une diminution de volume très importante. Vous voyez, seulement 13% du volume diminué, 80% d'efficacité sur les symptômes, donc bien pour les saignements, bien pour les douleurs. Est-ce que ça marche vraiment pour l'efficacité sur la fertilité? C'était pas étudié à ce moment-là. Ils ont obtenu l'accord de la FDA pour son utilisation aux États-Unis en 2009, y compris pour les patientes avec un désir de grossesse, ce qui est quand même assez intéressant. C'est pas toujours facile d'obtenir ce genre d'accord. Alors je vais vous montrer la petite vidéo de IFU pour vous montrer, mais on a vu quand même l'appareil hier et donc on va pas passer trop de temps dessus. Et puis donc à partir de 2009, des publications principalement chinoises avec vraiment une grosse efficacité sur les symptômes, 90% d'efficacité à 6 mois et des baisses de volume qui sont quand même assez conséquentes, jusqu'à 80%, avec des durées moyennes beaucoup plus courtes. Vous voyez, 114 minutes contre 174 en minutes en moyenne pour des tailles de fibromes pas forcément plus petites. Et donc, c'est une option très intéressante et qui semble compatible avec la grossesse derrière. Des études aussi intéressantes, un petit peu plus poussées, parce qu'il y a beaucoup d'études. Les critères anatomiques favorables ont été montrés. Forcément, plus le fibrome est petit, plus c'est facile. Plus il est antérieur, plus c'est facile. Plus il est sous-séreux, juste sous la peau, plus c'est facile. Si l'utérus est antéversé vers l'avant, c'est plus facile que s'il est caché dans les anses intestinales. Ça, c'est assez évident, mais bon, ça a été démontré. Toujours intéressant. Et puis, d'autres critères qui sont aussi intéressants. La densité cellulaire, donc le caractère hyper T2 à l'IRM, est associé à une moins bonne efficacité des IFU. Et le truc plus logique, c'est l'hyperperfusion de ces fibromes par refroidissement, comme le montrait David hier, par perte de chaleur en fait médiée par les vaisseaux, gêne un petit peu l'efficacité des IFU. Donc c'est tout ce qu'on disait hier, c'est quand vous avez une machine IFU, il faut faire une IRM avant, enfin c'est recommandé, pour évaluer les chances que votre fibrome réponde bien aux IFU, pour éventuellement adapter la dose, éventuellement se servir du SonoView pour éventuellement faire un petit peu de cavitation à l'intérieur pour essayer des ondes de choc à l'intérieur pour essayer de compenser. C'est ce que font l'équipe espagnole près de Barcelone. On était allé voir. Quand ils voient que leur fibrome est très vascularisé, ils mettent du SonoView et puis ils tirent sur le SonoView pour essayer de faire des ondes de choc. Alors ça peut paraître un peu choquant pour ceux qui travaillent en neurologie avec lesquels il faut pas trop tirer à côté, mais l'utérus c'est assez permissif. Quand on a un fibrome qui fait 10 cm, on a le droit de pas contrôler complètement l'énergie qu'on diffuse au milieu du fibrome.
c'est des applications qui ont été faites avec des données qui sont assez rassurantes sur la sécurité et sur l'efficacité en tout cas. L'adénomiose, donc une maladie un peu à cheval entre l'endométriose et les fibromes, c'est une atteinte avec des cellules de l'endomètre de la cavité utérine normale qui vont infiltrer le myomètre et créer une pathologie de l'utérus qui est bénigne et qui provoque principalement des saignements et des règles douloureuses. Alors il y a plusieurs formes cliniques qui vont tendre plus ou moins vers l'endométriose, je ne vais pas rentrer dans le détail. Encore une fois, des traitements qui gênent la possibilité d'avoir une grossesse ou qui même carrément vont détruire l'utérus quand elles sont conservateurs, voire carrément retirer l'utérus. C'est une des premières causes d'hystérectomie de la femme jeune encore aujourd'hui. Et il y a déjà aussi des données très intéressantes avec des équipes qui ont simplement détourné les dispositifs pour les fibromes, en particulier le Chongqing Haifu, mais aussi des dispositifs médiés par IRM, pour retrouver une bonne efficacité sur des séries quand même assez conséquentes. Vous voyez, entre 80 et 100% d'efficacité sur les symptômes de douleur et de métrorragie. Alors sur la fertilité, c'est un petit peu moins publié, c'est toujours difficile d'obtenir ces données en gynécologie obstétrique. Et nous, au Labto, on réfléchit, mais on ne dispose pas du self où malheureusement une citrine médicale essaye un petit peu de nous aider, mais on se dit qu'on pourrait essayer de traiter l'adénomiose postérieure avec le Focal One, et on se dit qu'on pourrait essayer de traiter l'adénomiose antérieure avec notre sonde torique. C'est des projets qu'on a qui ne sont pas encore en application pour l'instant. Sur l'endométriose, l'endométriose pariétale, c'est très développé, c'est pareil que le sein, c'est juste sous la peau, c'est en général des patients qui n'ont pas d'endométriose pelvienne en elle-même. L'endométriose, je rappelle, c'est toujours l'endomètre, mais au lieu d'être allé dans le myomètre, il allait se mettre partout dans la cavité abdominale et il crée, comme on l'a vu hier, parfois des grosses lésions sur le rectum, des kystes sur les ovaires, des lésions superficielles partout dans le ventre, qui peuvent nécessiter des chirurgies très invalidantes. L'endométriose pariétale, c'est pas souvent associé à une endométriose pelvienne, mais par contre, c'est souvent des complications qui surviennent après les césariennes, parce que peut-être que l'endomètre a pu se placer là au moment de la césarienne, et puis dans les contextes d'immunotolérance induite par la grossesse, ça favorise la persistance de cet endomètre au niveau de la cicatrice, et donc classiquement, c'est des lésions qu'on voit chez les patients qui ont eu des césariennes. Le traitement de référence, c'est la résection chirurgicale qui est très délabrante, avec un risque d'éventration qui est quand même assez important, et comme c'est juste sous la peau, c'est assez tentant de faire un traitement mini-invasif, en particulier par IFU. Et donc, tous ceux qui avaient une machine y ont pensé. Il y a beaucoup, parce qu'il y a pas mal de publications, encore une fois chinoises, encore une fois c'est souvent Chongqing Haifu JC200. Bonne efficacité sur les douleurs avec diminution de l'EVA de 5 à 7 à 12 mois, diminution de volume qui est parfaite, qui est aussi très bonne, même si elle n'est pas parfaite, parce que souvent il reste un petit nodule un peu calcifié qui persiste mais qui ne gêne pas du tout les patientes, parce que c'est vraiment sous la peau, elles ne le sentent pas et surtout il faisait mal avant et là il ne fait plus mal. Diminution de la vascularisation qui confirme l'efficacité. Peu de complications, quelques brûlures, un peu d'œdème, un peu d'inconfort, mais jamais grand-chose. Et forcément, beaucoup moins de complications que la chirurgie. Donc vraiment une alternative très intéressante. Enfin, il me reste 4 à 5 minutes pour vous parler de notre étude sur l'endométriose profonde. Donc c'est quand même une première mondiale du Labto, donc on en est un peu fiers, en partenariat avec EDAP et donc leur machine Focal One. Donc l'idée c'était, on a les lésions rectales dont on vous a parlé hier avec Laurent qui sont vraiment importantes, fréquentes, et puis parfois qui vont carrément être sur la partie basse du rectum. Et plus les lésions vont être volumineuses, plus elles vont être sur la partie basse du rectum, plus la chirurgie potentielle qu'on va pouvoir proposer à ces patientes va être compliquée et à risque de complications aussi bien sur le plan digestif, avec ce qu'on appelle le syndrome du microrectum, des patientes qui vont devoir aller aux toilettes plusieurs fois par jour, que sur et puis sur les complications immédiates, avec un risque de fistule qui nécessite très souvent une iléostomie temporaire, et aussi sur le risque urologique, parce que les nerfs hypogastriques inférieurs qui passent de part et d'autre du rectum innervent la vessie et sont responsables de la sensibilité et de la contractilité de la vessie. Donc vraiment une chirurgie très délabrante dans une pathologie bénigne, donc qui nous semble vraiment être inadaptée. Et donc l'idée c'était de voir si on pouvait y opposer une technique mini-invasive. Donc une première étude de faisabilité qu'on a menée dans le service, pour au départ simplement voir s'il était possible de visualiser le nodule. Dans un deuxième temps, réaliser une lésion IFU au sein de ce nodule, évaluer bien sûr la sécurité chez les patients qu'on avait traités, et puis
l'efficacité sur les symptômes. Je vais tout terminer, c'est vraiment les dernières slides. Donc la procédure, j'en profite pour la montrer puisqu'on ne l'a pas fait hier. C'est une sonde endorectale, vous voyez le nodule, on introduit la sonde endorectale, il y a un scan du nodule qui est effectué. La sonde est introduite, elle scanne le nodule, on dessine les tranches sur l'interface, et puis ensuite la machine elle va traiter toute seule le nodule en superposant les grains de riz, comme on a dit hier, jusqu'à avoir traité l'ensemble du volume. La faisabilité, 100% des nodules ont pu être visualisés. On a pu traiter 87% des patientes. On a eu des problèmes de sténose, des lésions qui étaient trop sténosantes, on n'arrivait pas à passer la sonde, des lésions qui étaient trop hautes au niveau du sigmoïde, on n'arrivait pas à les atteindre. Bien sûr, c'est une sonde qui est développée pour la prostate au départ. Pas d'effet secondaire de supérieur au grade 2. Le grade 2 qu'on a eu, c'est une complication de la péridurale. Vous voyez qu'on est quand même dans des complications acceptables. Complications mineures et modérées, rectorragie, douleur modérée, donc vraiment très acceptable. L'efficacité morphologique, elle reste encore à démontrer, même si on a une petite tendance à la diminution dans toutes les mesures. La largeur avait diminué significativement, donc ça reste encore un peu à démontrer. On est sur une petite série. Par contre, l'efficacité symptomatique était vraiment excellente. Sur tous les symptômes gynécologiques et digestifs qu'on a utilisés, c'était significatif. Et également significatif en amélioration de la qualité de vie. La faisabilité, donc, oui. La sécurité, très bonne a priori sur les premières patientes. L'efficacité morphologique, elle reste à confirmer. Même si on ne peut pas éliminer l'effet placebo quand on a un effet clinique sans alternative morphologique évidente. Et c'est un petit peu l'idée de notre deuxième série qui est en cours aujourd'hui sur un plus grand nombre de patientes et puis peut-être à terme une étude, on en parle toujours avec Gilles, comparative et contre placebo pour voir vraiment éliminer cet effet placebo. Donc pour conclure, la gynécologie obstétrique c'est une spécialité de early adopters parce que mécaniquement, de l'échographie diagnostique à l'échographie thérapeutique, il y avait un pas qui a été assez vite franchi. Les domaines d'application, on en a parlé aujourd'hui, ils sont importants, aussi bien pour les fibromes que pour la sénologie et l'endométriose. Et à l'hôpital de la Croix-Rousse, en collaboration avec le LAPTO, on a plein d'idées, notamment Gilles, pour pousser un petit peu les applications sur les différents domaines. Et quasiment tous ceux dont on a parlé aujourd'hui, on a un petit peu des idées dans le futur. Je vous remercie pour votre attention. Et du coup, je vais. Je vais vous laisser voir s'il y a des questions. On va peut-être les séparer comme c'est quand même pas tout à fait le même domaine d'application. Moi, j'en ai. Alors, Thierry. Oui, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer pourquoi les applications dans le sein ne démarrent pas. Alors, je sais bien qu'il y a X sortes de cancers du sein. Qu'est-ce qu'il faudrait cibler pour démarrer? C'est une bonne question. Alors, je vais me tourner vers Marion qui au final chef, Marion Cortet, qui était sur la présentation également et celle qui va développer le sein aujourd'hui. Moi, je vais tenter de répondre un petit peu au départ. C'est vrai c'est évident que le sein, ça paraît une bonne idée. Mais aujourd'hui, la chirurgie dans le sein est, je ne vais pas dire en perte de vitesse, mais pas forcément aussi au premier plan qu'aujourd'hui. Marion est notamment à l'origine de pas mal de ces travaux-là où on essaie de faire de la chimiothérapie néoadjuvante poussée au maximum pour avoir, en fait, se servir de la chirurgie comme une réponse à la chimiothérapie et au traitement systémique, plus que comme réellement le moyen de traitement. Donc, il faut trouver une place aux IFU là-dedans. Et c'est finalement un peu le sujet des travaux actuels et que Marion vous devez mener. Hein, Marion Cortet est UPH dans le service, chef de service adjoint en charge de la gynéco, c'est une culture universitaire en charge de la chirurgie du sein aux spécialistes de vie. Bonjour, oui, là sur le... pour le sein, effectivement, la destruction de la tumeur, enfin le traitement purement local de destruction d'une tumeur, c'est de moins en moins, on a l'impression que c'est de moins en moins à l'avenir, c'est des traitements systémiques et comme l'a dit Charlie, c'est plutôt le traitement local chirurgical, ça vise à avoir des éléments diagnostiques et pronostiques. Donc là, dans ce cadre-là, les IFU pour destruction locale de la tumeur, on ne voit pas trop forcément la place pour l'instant. Par contre, en potentialisation
comme l'a présenté Charlie, et avec les travaux qui avaient été faits par Cécile Franc aussi, sa thèse dans l'APTO, c'est plutôt en potentialisation des effets systémiques qui, eux, voilà, se développent et ont clairement, c'est l'avenir pour le traitement du cancer du sein, et on voit plus leur place dans ce cadre-là. Donc avec l'utilisation des IFU assez ponctuelle en association, mais c'est tout ça qu'il faut trouver, c'est quel type de filtration focalisée, à quel moment dans la séquence thérapeutique ça va être utile pour potentialiser les traitements et être efficace au maximum. Quelle va être leur place? C'est là qu'il faut travailler. Et sur les lésions métastatiques, est-ce que tu penses que souvent on parle des diffus ça peut être la place. Ça peut être la place. C'est ça qui est effectivement intéressant. De purement destruction, de destruction, ça peut être une place, ça peut être le traitement des métastases, mais là encore, s'il n'y a pas d'effet de traitement systémique, le traitement local n'aura pas d'intérêt. Donc, enfin, il faut aussi tu auras peut-être le même effet sur les métastases que tu peux avoir sur les tumeurs locales, sur les tumeurs du sein. Donc, dans ce cas-là, c'est voilà, l'effet potentialisé, l'effet abscopal qu'on pourrait avoir, un effet sur les métastases, alors qu'on traite que la tumeur initiale. Effectivement. Ça peut être deux places. Une autre question, mais bon. Ouais, je trouve assez frustrant que nos amis chinois présentent des cohortes de patients, bon, nombreux, c'est vrai, mais énormes sur les fibromes, et c'est quelque chose qu'on ne fait pas en France. On a un peu moins de fibromes peut-être que. Oui, d'accord, mais comment ça se fait que les machines ne soient pas plus disponibles en France? C'est très simple. On l'a dit hier, en France, c'est extrêmement compliqué d'obtenir un dispositif médical dès lors qu'il coûte plus de 5 000 €, quoi. Donc, c'est juste une question d'argent. C'est principalement une question d'argent. Nous, on la veut, la machine JCIFU, on l'a demandé, on nous a dit c'est trop cher. On aura une présentation sur ces après-midi sur ces démarches-là avec Mme Rossel et puis le professeur Fernandez. Mais je crois que c'est assez en bonne voie, parce que les dernières infos que l'on a, c'est plutôt en bonne voie. Effectivement, on prend un peu de retard, on va dire beaucoup. Ça, c'est le problème. Moi, j'ai une question sur ce qu'on nous reproche souvent, et c'est logique, l'endométriose, c'est une maladie qui est par définition multifocale, il y a cette forme très symptomatique rectale, mais il y a la même chose au niveau vésical, il y a la même chose au niveau des ovaires, il y a des implants un petit peu diffus. Est-ce que selon toi, on pourrait imaginer un peu ce qui est décrit, ce que vous commencez à évoquer sur le sein, sur le potentialisant, est-ce qu'on peut imaginer avoir un effet des IFU et une potentialisation pour avoir un effet plus général, plus global sur l'ensemble des lésions? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être imaginé ou pas? La problématique, à mon avis, de l'endométriose, parce que c'est le sujet, c'est que c'est une pathologie bénigne, que c'est des cellules normales. Enfin, c'est cellules normales. Elles ne sont pas normales, mais pour le système immunitaire, elles sont quasiment normales. Et c'est sûr qu'il y a quand même un problème immunologique au départ, parce que on sait que le reflux tubaire, qui est quand même une des causes admises de cause de l'endométriose, en fait, il est beaucoup plus fréquent que 10% dans la population. On le voit tout le temps, toutes les patientes à qui on fait une cystoscopie et qui ont leurs règles, elles ont du sang dans le ventre. Pourtant, elles n'ont pas forcément l'endométriose. Pourquoi est-ce que chez les patients qui ont l'endométriose, ça se développe et pas chez d'autres? C'est probablement un problème immunologique. De là à dire qu'il est similaire à celui du cancer, il y a un pas, mais qui pour l'instant est difficile à franchir. On n'a pas des cibles cellulaires évidentes sur les cellules endométriose pour imaginer qu'elles puissent être antigéniquement différentes des autres cellules. C'est un peu tout le problème. C'est tout l'image. On imagine toujours qu'on développera un jour un vaccin pour chaque pathologie du cancer, et l'endométriose, on a envie de la mettre un peu là-dedans. Il y a quelques landmarks du cancer qui se trouvent dans l'endométriose aussi. Okay. Et donc, dans l'ordre.